Vous m'entendez? Ouais? Ça va? Vous avez apprécié la journée? C'était cool? Ouais? Bon, super. Ce soir, je vais vous parler un petit peu anti-bot. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du scrapping à main levée? Ouais, cool. Il y en a déjà qui ont rencontré une protection anti-bot et qui ont essayé de la passer? Ouais. Et combien d'entre vous ont déjà décompilé une protection? Ah, donc on va pouvoir rigoler. C'est parfait. Je m'appelle Fabien, ça fait des années que je fais du scrapping. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment regarder comment fonctionnent les protections anti-bot, tous les mécanismes avec les proxys, hein, comprendre un petit peu ce jeu de chat et de la souris. J'ai fait ça pendant des années. Euh, je suis un peu fou, c'en est ma passion du coup. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Wiremind, on fait du revenu management, on gère tout le railway français. Donc voilà, vous savez les prix automatiques qui changent quand vous achetez votre billet. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et pour ça, on a besoin de scraper énormément de prix en fait dans toutes les compagnies, que ce soit aérienne, railway. Donc on a une énorme infrastructure de scrapping basée quasiment sur de l'open source. Je suis aussi le créateur d'un projet open source qui s'appelle Scrapoxy, donc un projet que j'ai créé il y a plus de 8 ans maintenant, qui est utilisé par pas mal de boîtes. En gros, c'est un proxy de proxy, un proxy waterfall, proxy aggregator. Le but, c'est de démarrer des centaines de proxys, de gérer des centaines de proxys, voilà, et de router le trafic intelligemment un petit peu là-dessus. Ça résout pas mal de problèmes en fait, quand vous faites du scrapping. Ça supporte GCP, AWS, énormément de cloud providers, de proxy services comme Bride-APA, ce genre de choses. Voilà. J'ai fait une version il y a à peu près 2 ans, une version 4, et j'ai plus de 250 sociétés qui l'ont installé, une trentaine qui l'utilisent en permanence. Voilà, donc ça collecte avec Scrapoxy. Donc n'hésitez pas si vous voulez l'essayer. J'ai une démo demain sur un live où je vais déplomber des protections en live. Et il y a des super stickers aussi si vous voulez, un petit peu not safe for work si vous voulez. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a une dizaine d'années, voilà, quand je commençais le web scrapping, je discutais avec un ami qui bossait dans les ressources humaines. Et en fait, c'est toujours, vous le savez, c'est toujours très difficile de trouver des candidats en fait en IT. Et on s'est dit, euh, bon, ça serait peut-être pas mal de faire quelque chose. C'était vraiment le début de l'IA, c'était le début du NLP, tous ces trucs-là. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait réussir à identifier en fait les candidats qui partiraient de leur job en fait dans les 2 ou 3 mois, voilà, histoire de venir vers eux et faire un bon matching en termes d'opportunités. Donc on s'est dit ouais, c'est génial, on pourrait faire ça. Et juste petit disclaimer, si vous avez de la donnée, ça marche de ouf. Voilà. Le problème, c'est que il faut de la donnée pour faire ce genre de choses. Donc, il va vous falloir collecter des profils, pas un, pas deux, mais clairement des millions de profils. On s'est dit, bon, c'est cool, allez, on y va. Et c'est là où j'ai commencé à faire des petits scripts en Python pour pouvoir récupérer des profils. Donc, j'en récupérais une centaine, j'en récupérais quelques milliers. Et puis là, tout de suite, vous êtes bloqué. En fait, le site web, il va vous bloquer. Donc je me suis dit, bon, comment on fait? L'idée, c'est plutôt, j'ai demandé sur Stack Overflow un petit peu comment faire. Et globalement, mec, utilise des proxys. Hein. OK, c'est quoi un proxy? J'ai un petit peu regardé sur Internet. Et il y avait quelques fournisseurs de proxys qui existaient. Pas beaucoup, et c'était super cher. Bon, à l'époque, j'avais pas trop de thunes, donc l'idée c'était plutôt, ok, on va aller sur AWS, hein, on va démarrer une instance, on va installer un Squid Proxy. Qui a déjà fait ça? Ouais, quelques-uns. Et là, super magie, on a une nouvelle adresse IP. Yes! Sauf que vous faites ça pour une centaine de profils et bam, vous êtes encore banni. Donc c'était un peu lourd d'éteindre, d'allumer les proxys à la main. Hein. Je ne dormais pas trop la nuit. Donc je me dis, on va automatiser tout ça. Donc c'est là où je me suis fait un petit script qui globalement démarre des machines, installe les proxys, les éteint, le fait en parallèle, et c'était globalement Scrapoxy au début, et ça a commencé comme ça. Sauf que le problème, c'est pas en utilisant des IP de data center que vous allez résoudre en fait votre problématique technique. Avec des IP de data center, vous êtes tout le temps banni. Et en fait, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas vraiment à l'époque. C'était ce qu'on appelait le test de Turing. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Globalement, pour venir à une conférence, par exemple cette conférence,
vous allez acheter un billet. Ouais. Qui est venu en train ou qui est venu... Ouais, quelques-uns quand même. Donc vous avez tous acheté un billet. Ouais, cool. Ok, donc ça donne à peu près le truc là. C'est salut, voilà, j'habite à Paris par exemple. Je suis super excité de venir au DevFest, c'est trop cool. Donc je vais me connecter le soir, acheter un billet. Je vais faire ça sur ma Mac avec Safari. J'utilise ma connexion fibre. Voilà, super. Ça, c'est ce qu'on appelle une connexion, enfin un comportement organique. Mais quand plutôt vous allez faire du web scrapping, c'est plutôt ça dans la réalité. C'est plutôt, hey, je m'appelle Scrappy, je vis dans un data center en Irlande. Moi, ta conférence, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des milliers de prix sur des milliers d'airlines. Je vais faire ça en utilisant un deep link à 2 heures du matin avec ma librairie Python dans un Docker. Mon provider, c'est AWS. Et bien sûr, pour pas que tu me chopes, je vais mettre un petit random à tous mes paramètres. Wouh! Voilà, donc c'est ça ce qui se passe. Et dans la réalité, ça, c'est clairement pas un comportement organique. Et en fait, le site web en face, il va détecter ça, avec c'est des tests de Turing qui changent en permanence. Voilà, et derrière, il va vous bannir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il regarde sur votre sac, comment il vous bannit. Donc, le système anti-bot, il va regarder tout ce qu'on appelle la browser stack. La browser stack, ça commence avec l'adresse IP. L'adresse IP, ça indique en fait d'où vous venez. Ensuite, ils vont regarder les protocoles réseau, tout ça pour récupérer le type d'OS que vous avez, la version de l'OS, le type de browser. Ils vont ensuite exécuter du JavaScript pour comprendre parfaitement votre configuration et ils vont analyser votre comportement sur le site web, les pages que vous regardez, les séquences d'événements, ce genre de choses, même les mouvements de souris, ce genre de choses. Et ensuite, ils vont checker un petit peu la consistance pour vérifier que vous êtes un humain ou un bot. Et évidemment, vous êtes un bot, vous faites dégager. Voilà, donc ça se passe à peu près comme ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une à une chacune des différentes parties. La première partie, c'est l'adresse IP. L'adresse IP, c'est la première information qu'un système anti-bot va regarder. C'est énormément d'informations. C'est vraiment une mine d'or, ce truc-là. Grâce à l'adresse IP, on va savoir si vous venez d'une box Internet, si vous avez un mobile ou si vous venez d'un data center. Ça va permettre de savoir, par exemple, si vous achetez un ticket à un Paris-New York, si votre connexion vient d'Inde. Voilà, ce genre de choses. Ça va permettre de savoir aussi si vous utilisez une adresse IP basée aux États-Unis, est-ce que la time zone de votre browser elle est basée en Europe. Voilà, c'est des flags qui rendent inconsistant en fait toute l'information. Et derrière, au bout du compte, vous allez vous faire bannir. Ensuite, on va regarder tout ce qui est protocole réseau. Donc, il y en a 3 qu'on peut regarder. Il y a le protocole TCP, le protocole TLS, le protocole HTTP2. Si on regarde le protocole TCP, il y a une RFC qui décrit comment le protocole TCP doit être implémenté. Sauf qu'elle n'est pas très, très stricte dans la vérité. Et chaque OS va avoir une manière différente, pas totalement, mais légèrement différente de l'implémenter, notamment au niveau des headers, ce genre de choses. Ce qui fait que vous allez avoir des différences entre Linux, entre Windows, entre différentes versions de Linux, etc. Donc en regardant statistiquement en fait, toutes ces informations, vous savez en fait quel type d'OS vous envoie les paquets. Et vous pouvez faire d'autres choses sympas aussi avec toute la stack TLS. Donc la stack TLS, c'est le protocole de chiffrement que vous avez partout. Vous savez, le petit cadenas dans le browser. C'est cette couche de chiffrement qui est au-dessus de TCP et qui va chiffrer, sécuriser votre connexion. Donc ça marche de la manière suivante, le protocole TLS. Quand vous voulez vous connecter de manière sécurisée à un site web, vous allez effectuer ce qu'on appelle le handshake protocole avec le serveur. Vous allez d'abord envoyer ce qu'on appelle un client hello message. Dans ce client hello message, vous allez avoir toute la liste des protocoles sécurisés que le browser supporte. Ensuite, le serveur il va récupérer cette liste, il va regarder le protocole le plus sécurisé, évidemment qui est compatible avec ce qu'il peut envoyer, et ensuite ils vont s'échanger une clé symétrique et vont pouvoir échanger les informations, et la clé va changer vraiment régulièrement. Sauf qu'il y a un petit hic là-dedans. C'est que cette liste de ce qu'on appelle la Cipher Suite, cette liste de protocoles, elle est unique au browser. Et grâce à ça, si vous regardez cette liste d'informations et d'options, on peut faire ce qu'on appelle une JS3 Fingerprint, qui a été inventée par Salesforce.
Et ça vous permet de déterminer, en fait, est-ce que c'est Chrome qui envoie les paquets, est-ce que c'est Edge qui envoie les paquets, est-ce que c'est Firefox qui envoie les paquets, ou est-ce que c'est une librairie Python, une librairie en Go, une librairie en Node, whatever. Donc si vous regardez ça, vous êtes capable de déterminer, en fait, si c'est un système automatisé qui va envoyer les paquets ou pas. Et évidemment, vous pouvez aussi utiliser le protocole HTTP2. C'est à peu près la même chose que le protocole TFC. Dans l'implémentation, il y a des choses qui varient suivant le browser, comme l'ordre des headers, le priority flags. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent changer. Si vous regardez statistiquement comment ça fonctionne, vous pouvez déterminer qui c'est qui envoie en fait les paquets. Ça va jusque-là? Ouais? Pas trop fatigué? Non, c'est cool. Bon, en fait, donc ça va finir comme ça. Imaginez que dans vos headers, vous vous dites « Hey, moi c'est Firefox, je suis sur Windows, mais quand on va regarder votre stack, eh ben, c'est plutôt un Linux et c'est un Chrome, globalement un système automatisé. » Ben, ça, clairement, cette inconsistance, ça va être détecté par le site web, par l'antibot, et vous allez vous faire bannir. Et évidemment, ben, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire. Si vous regardez le protocole HTTP, vous pouvez faire une fingerprint des headers du protocole HTTP. Donc ça, c'est une fonction super simple, 4 lignes de code, hein, voilà, qui est utilisée par un antibot. Donc c'est en Node.js, vous pouvez trouver le code sur Internet. Alors c'est vraiment hyper puissant. Cette fonction, elle va juste regarder la liste des headers d'une requête et surtout l'ordre. Parce qu'en fait, quand vous allez coder un scrapper, en général, vous allez vous connecter à l'API, vous allez tester les différents headers, vous allez regarder ce qui marche, vous allez garder juste le minimum pour la maintenance, pour que ça reste simple, etc. Sauf que si vous regardez cette fonction, OK, on n'utilise peut-être pas tous les headers pour l'API. L'API, il n'y en a peut-être pas besoin. Mais en fait, le système anti-bot va utiliser ça pour faire la fingerprint. Donc derrière, vous êtes capable de détecter un système automatisé juste grâce à 4 lignes de code. Et ça dégage mais 80% des scrappers sur le web. C'est vraiment hyper puissant. Et évidemment, il y a un autre truc qui est cool. Avec un browser, on peut exécuter du JavaScript. Et c'est hallucinant tout ce que vous pouvez récupérer avec du JavaScript. Alors, on peut récupérer avec du JavaScript, par exemple, la time zone. Vous pouvez récupérer aussi le modèle de carte graphique. Vous pouvez faire une fingerprint de la carte graphique. Donc, vous checkez en fait la consistance entre la fingerprint de la carte graphique et le modèle qui est déclaré. Vous pouvez regarder aussi le nombre d'enceintes, le modèle des enceintes, si vous avez un microphone, si vous avez une caméra, si vous avez une batterie. Si vous avez une batterie, bah, vous êtes un laptop ou vous êtes un smartphone. Vous pouvez regarder aussi la liste des polices, la liste des extensions, la liste des plugins. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder s'il y a un adblocker. Vous pouvez regarder si la personne disclose sa vraie adresse IP avec un WebRTC leak. C'est assez puissant, ça. Vous pouvez aussi regarder la taille de l'écran. Quelqu'un qui s'amuse à faire un random là-dessus, bah, en général, ça dégage, etc. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez récupérer avec du JavaScript. Et en plus, si vous combinez ça et que vous êtes sur Android, on peut récupérer encore plus d'informations avec Android. Vous pouvez vérifier déjà si Android Debug il est activé. Donc en gros, si quelqu'un a activé le mode debug, enfin vous n'activez pas le mode debug sur votre téléphone comme ça, hein, c'est que vous êtes en train de faire du reverse engineering derrière. Vous pouvez détecter aussi l'architecture. En général, c'est de l'ARM. Si c'est de l'Intel, c'est plutôt un émulateur qui va tourner. Vous pouvez regarder en fait l'OS qui a utilisé la version d'Android, le modèle du smartphone. Et dans les versions récentes d'Android, vous pouvez regarder, il y a un ID unique d'installation. Chaque fois que vous récupérez en fait un téléphone, vous installez Android, enfin que le constructeur installe Android, il va mettre un ID unique. Donc là, clairement, vous êtes traqué, mais à mort, quoi. Donc c'est cool, hein? Ça va? Juste là? C'est bon? Vous flippez pas trop? Ah. Et c'est pas fini. Il y a encore un autre truc qui regarde, mais qui est assez intéressant. Il regarde comment vous vous comportez sur le site web. Ils vont regarder en fait votre séquence d'action. Ils vont regarder par exemple si vous commencez par aller sur le site web par une petite recherche, et ensuite vous cliquez sur tous les liens, ou si vous êtes trop fort et que vous connaissez directement le deep link pour accéder à l'objet. Ça, clairement, en général, ça passe pas. Ils vont regarder aussi est-ce que vous exécutez du JavaScript, vous chargez du CSS, ou est-ce que vous chargez directement le HTML. Au bout d'un moment, voilà, ça fait des flags qui font que vous allez être détecté. Ils vont regarder aussi le timing en fait, entre les différentes actions. C'est un peu un rate limit intelligent, ce genre de choses. Ils vont regarder aussi le délai entre les différents événements.
Et même, ils vont assez loin, j'ai vu des trucs assez forts, ils vont regarder comment vous bougez la souris sur le téléphone et les différents événements. C'est hallucinant. Bah, clairement, un bot, ça fait ça. Tchac, tchac, tchac. Et un humain, c'est plutôt une forme de courbe de Bézier. Donc si vous prenez régulièrement en fait, les mouvements de curseur, vous êtes capable de savoir si c'est plutôt une courbe de Bézier ou pas, quoi. Et en fait, toutes ces informations-là, elles sont envoyées à un intervalle régulier au système anti-bot. C'est pour ça que de temps en temps, vous vous connectez, si vous faites du scrapping, vous êtes tout content, vous récupérez une page, deux pages, trois pages, c'est super cool, et puis ensuite, bam, vous tapez un captcha. Ça, c'est parce que vous allez naviguer tranquillement, et puis votre score, il est progressivement en train de descendre. Donc c'est le score de réputation. Et votre réputation, elle va descendre jusque sous un seuil, et là, le site web va se dire, c'est bizarre ça. Et il va vous envoyer soit un captcha, soit il va vous bloquer. Et pour faire tout ça, en fait, ils vont utiliser tout un tas de techniques, donc des techniques de machine learning principalement, parce qu'il y a beaucoup de signaux en fait qui sont combinés et vont générer en fait un score de classification binaire pour justement faire un score de session. Et même maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est de l'adaptation automatique sur des cas spécifiques. Donc, ils utilisent du reinforcement learning avec des algos type 4 boost pour pouvoir s'adapter en temps réel. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on veut commencer à récupérer des données, c'est rigolo au début, mais ça devient vite pas très amusant en fait. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de comportement sur les sites web? Ouais, ouais, ça arrive. Hein. Bon, heureusement, ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite faiblesse dans le système. Et c'est une faiblesse qui est plutôt conceptuelle. Donc c'est très 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 dur à bypasser. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà. L'année dernière, je voulais acheter un ticket de train sur une plateforme que vous connaissez tous, une plateforme verte, pour ne pas la nommer. Donc je choisis la date, je teste tout un tas de trucs. Au bout d'un quart d'heure, je fais ouais, c'est le bon truc, je commence à payer. Et puis bam, le site web, il me dit, vous êtes un bot, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors c'était mon PC perso, je ne fais pas de scrapping avec, c'était mon adresse IP, etc. J'étais un peu dégoûté. Bon, bah, pas compliqué, hein, je suis juste allé à la concurrence pour aller récupérer mon billet. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça, c'est un faux positif. Et le faux positif, c'est vraiment quelque chose que vous voulez absolument éviter quand vous faites un business. En général, quand ils mettent une protection anti-bot, c'est vraiment réglé au maximum au début. Et il y a beaucoup, beaucoup de vrais utilisateurs qui se font dégager. Donc ils sont obligés de baisser ça. Voilà. Et pour vraiment bien configurer en fait une protection anti-bot, il y a deux approches. Et c'est les mêmes approches que quand on va entraîner un algorithme de machine learning, si vous avez déjà fait un petit peu de data science. Donc la première approche, c'est imaginer que vous avez tous ces milliers de signaux et que vous voulez les utiliser. Bah, pour chacun des signaux, il faut des enregistrements tagués, des millions d'enregistrements correctement tagués pour pouvoir entraîner votre modèle. Alors ça, quand on a des milliers de signaux, ça fait vraiment beaucoup. Donc ce n'est pas forcément la meilleure approche d'aller récupérer ça et c'est vraiment très difficile à configurer en termes d'algorithmie. Donc du coup, on va plutôt aller se focaliser sur des signaux qui ont de l'importance. Et il y a d'autres choses que aussi vous devez savoir. Il y a certains signaux, c'est très difficile de les récupérer. Tout ce qui est protocole réseau, typiquement si vous êtes dans du Kubernetes, ce genre de choses, récupérer les informations TCP, c'est très compliqué. Donc, ils vont plutôt aller se focaliser sur globalement entre 100 et 200 signaux sur une protection anti-bot, qui sont principalement autour de l'adresse IP, des headers HTTP, de l'exécution JavaScript et de l'analyse comportementale. On voit aussi de la stack TLS qui commence à rentrer, parce que ça, vous pouvez le passer à travers, par exemple, du Kubernetes, ce genre de choses. Donc c'est possible de le faire. Et maintenant, le jeu, ça va être, une fois que vous savez ça, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, c'est déjà de commencer par savoir quelle protection vous avez, quelle solution commerciale vous avez en face de vous. C'est pour ça qu'il y a un petit outil qui s'appelle Wapalizer. Qui connaît Wapalizer? Oui, quelques-uns. C'est cool comme outil, ça. Ça vous donne toutes les technos en fait, d'un site web. Et aussi les technos de sécurité. Donc du coup, derrière, vous avez déjà un premier indice. Ensuite, vous pouvez aller avec votre Chrome DevTool, vous ouvrez l'inspecteur de requêtes. En général, il y a des requêtes un peu bizarres. Si vous allez fouiller dedans, elles sont chiffrées. Et ça, c'est l'antibot qui est derrière. Voilà. Si vous êtes sur l'Android, il y a d'autres techniques. Hein. Typiquement, vous pouvez mettre un intercepteur man in the middle, comme Charles Proxy, HTTP Toolkit, Burp Suite. Il y a plein de choses qui vont permettre d'intercepter les requêtes, voir comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser JEDX, qui est un décompilateur Java.
qui va vous donner en fait le code source qu'il y a derrière. En général, il est obfusqué, mais il y a déjà un premier step que vous pouvez faire. Et vous pouvez injecter du code live, donc réécrire le comportement des fonctions avec Frida. Donc c'est plutôt assez cool quand vous êtes sur Android. Et en plus, c'est assez intéressant parce que c'est plus facile de décompiler du code Java. Donc c'est plus pratique de partir sur l'application Android que sur le site web. Après, à voir en fonction de la difficulté de la protection anti-bot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant le code source, vous pouvez comprendre comment certains headers sont générés. Typiquement, il y a des ID ou des valeurs dans les requêtes qui sortent de nulle part. Vous ne savez pas comment les utiliser, comment les générer. Donc, il faut regarder un petit peu le code source. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser ça. Alors, je vais vous parler un petit peu d'architecture maintenant. Comment ça fonctionne une protection anti-bot? Eh ben, c'est une danse à trois, un trio. Donc, il y a le browser, le site web et l'antibot. En général, l'antibot est sur le site web, mais sur certaines protections, elle est séparée sur un autre nom de domaine, ce genre de choses. Donc, tout d'abord, le code de l'antibot qui est exécuté sur le browser, le code obfusqué, et va récupérer tout un tas d'informations, la configuration, les événements, etc. Ensuite, il va chiffrer tout ça, il va l'envoyer à l'antibot. En échange, l'antibot, il va lui renvoyer un token qui va être réutilisé derrière sous forme de cookie quand on va se connecter en fait au site web. Donc avec notre requête, on envoie le cookie de l'antibot, qui est juste un identifiant en général. Et ensuite, le site web, il va interroger l'antibot, parce que l'antibot, il a tout, du coup, il a un ID de session, et derrière, il a toutes les informations collectées par l'antibot. Et le site web, il va demander la réputation à l'antibot, et en fonction du score, en fonction du seuil qui a été réglé, derrière, il va accepter, envoyer un captcha ou refuser la connexion. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors, si on regarde maintenant un petit peu comment fonctionne la payload. La payload, c'est rare qu'elle ne soit pas chiffrée. Alors ça arrive, des fois, ils envoient en clair la payload, donc c'est intéressant de regarder, ça facilite le taf. Mais des fois, souvent, elle est chiffrée. Alors, il y a plein de techniques. Il y en a qui croient encore que le base64, c'est une forme de chiffrement. Voilà. Mais la plupart du temps, on a des choses un petit peu plus avancées. Et on a maintenant vraiment du chiffrement asymétrique, donc ça, c'est plutôt malin. Alors, comment ça fonctionne? Donc d'abord, ça collecte sur le browser toute l'information. Ça collecte les événements, la configuration, etc. Ça le met sous forme de JSON, et le JSON, on va lui mettre des clés internes avec des noms un petit peu cryptiques, histoire que vous ne savez pas à quoi ça correspond quand vous regardez si vous l'avez déchiffré. Ensuite, toujours sur le browser, en fait, il va y avoir la clé publique. Et la clé publique, elle est bien cachée. Voilà, il y a des techniques pour la récupérer, mais elle est bien cachée sur le code du browser. Ça va chiffrer la payload, et la payload, elle va être envoyée en poste au serveur. Évidemment, le serveur, il a la clé privée, il peut déchiffrer la payload tranquillement, parce qu'il n'y a que lui qui a la payload. Et derrière, si vous utilisez du man in the middle, vous regardez le Chrome DevTool, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça correspond derrière, puisque c'est du chiffrement asymétrique. Donc ça, c'est à peu près l'architecture et le fonctionnement en termes de payload au niveau du browser. Maintenant, comment on fait pour travailler avec ça? Si vous voulez, derrière, coder un scrapper, vous n'allez pas pouvoir utiliser quelque chose de simple. Bon, je vais vous proposer quand même quelque chose de générique, mais il faut savoir que les protections, elles évoluent très rapidement. Des fois, on a des changements toutes les semaines sur les protections, donc ça peut être très compliqué. Et des fois, il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce qu'il y a des sites web qui ne sont pas du tout protégés, il y en a qui sont un peu protégés, et d'autres qui ont des protections vraiment très avancées. Je vous en parle après. Donc si vous utilisez en fait un tank pour écraser une mouche, ça va vous coûter très cher en infrastructure, en proxy et en termes de développement. Donc il faut vraiment utiliser une méthodologie incrémentale comme vous faites du scrapping. Alors, imaginons, vous avez votre scrapper, vous avez codé ça peut-être avec Scrappy. Qui connaît Scrappy? Ouais, quand même. Donc Scrappy, c'est un gros framework en Python, c'est le plus utilisé pour faire du scrapping. C'est open source et il y a des milliers de gens qui ont fait des contributions dessus. Donc vous avez votre scrapper, il fait les enchaînements de pages, il automatise tout ça. Voilà, vous avez à récupérer une centaine de pages, mais là vous êtes bloqué. Première chose que vous pouvez faire, vous pouvez tuner Scrappy. Plein de choses à faire. Vous pouvez modifier le délai entre les requêtes, le nombre de requêtes parallèles, rendre cohérents les user agents et les HTTP headers. Si vous dites dans le user agent que vous êtes un Windows, mais que derrière, vos autres headers disent que c'est un Linux dans Docker, c'est compliqué.
Vous pouvez modifier, si vous utilisez des cookies, vous pouvez modifier la version de TLS. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier l'ordre des requêtes. Voilà. Si ça ne marche pas, première chose à faire, clairement, c'est parce que vous utilisez la même adresse IP. Donc celle du serveur, celle de votre laptop, peu importe. Donc il va falloir introduire le concept de proxy. Donc qu'est-ce que c'est un proxy? Un proxy, donc c'est une machine qui va relayer le trafic de votre scrapper jusqu'au serveur. Donc au lieu de voir en fait une adresse IP qui envoie des milliers de requêtes, bah, le serveur il va avoir des milliers d'adresses IP envoyer très très peu de requêtes. Donc il n'y a pas de problème de rate limit, ce genre de choses. Plein de types de proxys. On peut commencer par des proxys, des data center proxy. Voilà. Vous pouvez utiliser Scrapproxy pour orchestrer ça. Je fais un peu de pub quand même, hein. Et ça va vous permettre de lancer rapidement en fait, des centaines, des milliers de proxys pour votre scrapping. Si ça ne marche pas à ce moment-là, c'est peut-être que vous évoluez pas comme un vrai browser. Bah ouais, vous faites des requêtes directement, vous chopez directement le HTML. Donc, il serait peut-être temps d'émuler un browser. Donc, on va utiliser en fait tous les frameworks qui sont utilisés pour le test end-to-end. Selenium, Playwright, Puppeteer, voilà, il y en a plein que vous pouvez utiliser. Et en fait, ils sont aussi majoritairement utilisés pour faire du scrapping. C'est clairement 50-50 en termes d'utilisation sur ces frameworks. Il y a plein de plugins en plus que vous pouvez rajouter qui permettent de bypasser en fait la fingerprint JavaScript. Voilà, donc c'est assez intéressant d'utiliser ça. Si ça ne marche pas à ce moment-là, c'est peut-être que les adresses IP en fait, que vous utilisez sont vite grillées. Donc il va falloir changer de type de proxy. Il y a plein de types de proxy qui existent. Il y a ce qu'on appelle les ISP proxy, les residential proxy, les mobile proxy, les hardware proxy. Les ISP proxy, c'est un truc super cool. C'est globalement, c'est la même chose que des VM sur un data center, mais il y a une astuce. Au lieu d'utiliser en fait l'adresse IP du data center, ils vont louer des adresses IP à des fournisseurs de téléphone, des fournisseurs Internet. Ils vont récupérer carrément les ranges d'adresses IP. Ouais, vous pouvez récupérer d'autres ranges. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les IP que votre AWS vous propose. Vous pouvez utiliser d'autres adresses IP. C'est possible de faire ça. Ça coûte une blinde, mais ça marche très bien. Donc du coup, vous allez être mixé avec des téléphones mobiles, ce genre de choses. Les residential proxies, c'est aussi pas mal. C'est des vraies adresses IP d'utilisateurs. Par exemple, moi, si je veux me faire un peu d'argent, je peux partager ma connexion. Bon, je vais être rémunéré pour ça. Voilà, ça vient de là, en fait, ce qu'on appelle les residential proxy. Et il y a aussi, en fait, tout ce qui est mobile proxy, hardware proxy. Je vous ai mis une petite photo. Donc ça, en fait, par exemple, c'est des gens, ils vous proposent, ils ont des centaines, des milliers de clés en face d'une antenne, et derrière, ils vont vous louer en fait les clés ou carrément des téléphones. Et vous pouvez faire la même chose chez vous. Nous, on en a au boulot, on a ce type de matériel. On n'a pas beaucoup, mais ça passe vachement bien parce que c'est des IP vierges. Donc c'est super. Si ça ne marche pas à ce moment-là, c'est peut-être qu'en fait, votre framework d'automatisation, il est détecté. Donc il va falloir switcher sur un autre type de framework, ce qu'on appelle un headful browsers. En fait, Puppeteer, Selenium, tout ça, ils vont laisser des flags dans la partie JavaScript. Donc on va pouvoir détecter que vous utilisez un framework d'automatisation. Donc vous allez plutôt devoir packager un vrai Chrome, par contre dans un Docker, avec un écran virtuel, une souris virtuelle, un clavier virtuel. Vous pouvez faire ça. Ça demande un peu de taf, mais avec des librairies open source, vous pouvez faire ça. Et il y a des solutions commerciales aussi pour le faire. Si tout ça, ça ne marche pas, il y a aussi une solution commerciale qui existe. Ils vous vendent maintenant des Unblocker API. Donc, c'est des trucs tout packagés. Ça fait toutes les étapes d'avant pour vous. Vous pouvez directement aller là si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Mais voilà, ça va automatiser tout ça avec du machine learning, tester plein de paramètres, choisir la bonne combinaison de paramètres, Chrome, etc., pour ce site web, etc. Et vous pouvez utiliser par-dessus en fait, ce qu'on appelle des AI Captcha Solver. Ça va vous résoudre en fait, un reCAPTCHA V3 entreprise de Google en moins de 2 secondes. Même vous n'êtes pas capable de le faire, quoi. Donc c'est cool, vous pouvez le mettre juste pour vous-même aussi, ça coûte que dalle. Voilà. Donc ça, c'est une technique générique pour pouvoir justement approcher une bonne partie des sites web. Si vous transposez ça en termes d'architecture, ça donne à peu près ça. Donc là, vous avez imaginé votre Spider, il est cool, il récupère plein de données partout dans le monde. Sauf que vous allez vouloir scaler, organiser un petit peu tout ça. Donc déjà, il va falloir mettre un endroit pour stocker vos données. Donc on va introduire une base de données, évidemment. On va stocker les données collectées, et on va stocker aussi l'URL frontière. Qui sait ce que c'est l'URL frontière? Ah,
Donc l'URL Frontier, c'est la liste en fait des URL que vous avez déjà visitées et des URL que vous allez visiter. Voilà, ça vous permet en fait vraiment de faire du scrapping distribué. Vous allez avoir besoin aussi d'un orchestrateur pour faire ça et peut-être voilà, d'un RabbitMQ pour pouvoir distribuer de manière asynchrone toutes ces infos. Ensuite, évidemment, on ne peut pas utiliser qu'une seule adresse IP, on va en utiliser plusieurs, donc on va intégrer la partie Scrapoxy. Ça va venir par défaut avec des dizaines de providers, notamment les cloud providers. Et ce qui est bien avec les cloud providers, en général, ils vous fournissent des crédits gratuits pour les startups, ce genre de choses. Vous pouvez démarrer gratuitement énormément de VM et faire votre propre pool de proxy privé juste avec ça. Évidemment, en utilisant des proxys de data center, ça ne marche pas tout le temps. Donc, on va être obligé d'utiliser aussi les ISP proxy, les residential proxy, les mobile proxy, ce genre de choses. Et comme je vous l'ai expliqué, à un moment, il va falloir exécuter du JavaScript, introduire le concept de headless browser. Et là, au lieu d'en mettre juste un seul, on va en faire une ferme, ce qu'on va faire une browser farms. Et on va mettre pas juste un Chrome, on va mettre un Chrome, un Firefox, un Edge, on va en packager plusieurs sur des OS différents, ce genre de choses, pour avoir plein de signatures différentes. Voilà. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée, la partie browser, parce qu'il n'y a pas d'outils open source à ma connaissance. Donc en général, il faut le coder soi-même. Et c'est plutôt lourd et plutôt instable. Mais au bout d'un moment, on arrive à des choses. Donc là, vous avez une super infrastructure pour pouvoir collecter le web. Jusque-là, ça va? C'est bon pour vous? Ouais? Vous êtes prêts pour la bière aussi? Ouais, cool. Alors, juste avant, je vais vous dire un truc. Je vous ai pas tout dit non plus. Le web, en général, il est divisé en deux catégories. Vous avez en fait 80% des sites web, dans ce qu'on appelle la long train, voilà, qui drive à peu près 50% du trafic Internet et même moins. Et vous avez l'autre partie, qui représente 20% des sites web, et qui va récupérer le reste du trafic, donc énormément de trafic. Donc là, on est en train de parler des sites d'e-commerce, les plateformes sociales, tout ce genre de choses. Et évidemment, comme ils ont énormément de trafic, ils ont des grosses protections anti-bot derrière. Voilà. Et utiliser la méthodologie que je viens de vous mettre, ça ne va pas forcément marcher parfaitement. Donc il va falloir aller regarder pour chaque protection anti-bot comment elle fonctionne, quels sont les signaux qui regardent et comment vous allez faire pour les émuler. Donc ça demande un peu plus de taf. Si vous vous rappelez un petit peu le petit schéma, vous vous rappelez le schéma où il transmet, schéma d'architecture, où ça transmet la payload. Vous vous rappelez ça? Ouais? C'était dans les slides d'avant. Donc en gros, tous les signaux ils sont dans la payload, okay, sauf que la payload, elle est chiffrée. Donc on ne peut pas la lire en utilisant des techniques man in the middle, avec le Chrome DevTools, ce genre de choses. Donc il va falloir remonter au code source, en fait, qui génère cette payload. Sauf que le code source, il est obfusqué. Donc, qu'est-ce que c'est que l'obfuscation? Est-ce que vous savez ce que c'est l'obfuscation? Quelques-uns, ouais. Donc, l'obfuscation, c'est l'art de rendre son code incompréhensible. Alors, on a tous un collègue qui est expert là-dedans. Voilà. Sauf que là, on est vraiment à un autre niveau. Voilà. Quand le code il est vraiment obfusqué, vous ne savez pas ce que le code il fait, et même vous ne comprenez pas pourquoi il marche. C'est ça la technique. Et donc, la déobfuscation, ce n'est pas l'art de rendre du code obfusqué en clair, c'est l'art de comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que déjà, c'est un step, mais de géant, de comprendre ce qu'il y a dans du code obfusqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de comprendre, pour faire de la déobfuscation, on va déjà regarder les techniques d'obfuscation au niveau du code. On va regarder des techniques autour de l'obfuscation des chaînes de caractères et des techniques autour du code flow. Ça vous va? Ouais? Vous avez déjà fait ça? Non, pas trop? Cool. Alors, pour commencer, il nous faut un outil. Qui connaît Babel? Ouais, quelques-uns. Donc Babel, c'est utilisé front-end pour minifier le code, en gros, réduire le code. Mais c'est aussi un transpiler. Avec ça, en gros, le transpiler, il va prendre votre code source, qui est une chaîne de caractères, et va le transformer en arbre syntaxique. Donc c'est un arbre qui contient en fait tout votre code source, les déclarations de fonctions, les codes blocs, etc. Là, le but, ça va être d'appliquer des transformations sur cet arbre pour modifier les valeurs de chaque nœud ou inverser les branches, les modifier, ce genre de choses. Et croyez-moi, c'est vachement plus simple d'appliquer en fait des transformations sur un arbre que sur des chaînes de caractères. Et ensuite, une fois qu'on a appliqué toutes ces chaînes, toutes ces transformations, on retransforme dans l'autre sens avec un générateur pour récupérer du code source.
Alors, on va regarder plusieurs techniques sur les chaînes de caractères. La première, c'est ce qu'on appelle le string bracketing. Donc ça, c'est super simple. On peut faire ça dans la plupart des langages interprétés. En fait, on peut accéder aux objets avec un point. Voilà, donc c'est la dot notation. On va juste la transformer en string notation. Donc là, c'est bon, c'est clair. C'est bon, là? Pas trop dur comme technique d'obfuscation. OK. On va rendre ça un peu plus compliqué. On va les couper, les chaînes de caractères. C'est vachement plus drôle. Bon, vous coupez screen, vous avez deux mots, voilà, S-I-R-I-N. OK. On peut toujours le lire, on peut toujours comprendre. Comme c'est encore trop simple, ce qu'on va faire, on va remplacer ça par des constantes. Et les constantes, on va les grouper un petit peu n'importe où dans le code. Voilà, c'est déjà un peu plus dur. Hein. Si vous regardez en fait la ligne en rouge, c'est un peu plus compliqué. Par contre, clairement, vous pouvez revenir à la définition de la chaîne de caractères en revenant à la déclaration. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle le string concealing, qui est globalement d'obfusquer, de chiffrer ça. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un truc hyper simple qui est le base64. Voilà. Mais évidemment, les systèmes anti-bots, ils vont utiliser des centaines de fonctions un petit peu complexes qui vont mixer, et derrière, ça va être très très compliqué. Donc voilà, ça c'est les techniques au niveau des strings. Au niveau du code flow, il y a des trucs assez intéressants. La première, c'est ce qu'on appelle le code flow confusions. Le but, c'est d'exploiter toutes les possibilités de l'interpréteur JavaScript. Et le JavaScript, il y a un truc qui est cool, c'est sale. Voilà, donc là, vous pouvez prendre une condition. Si c'est exécuté à true, on va exécuter le code block. Eh bien, on va supprimer le code block, on va le mettre dans la condition. Voilà, on peut faire ça. Donc là, c'est des trucs simples. Hein. Imaginez, normalement, c'est un peu plus long. Mais comme c'est toujours lisible, on va rajouter du dead code. Donc ça, c'est super cool, le code mort. Donc là, les deux expressions, elles font exactement la même chose. Vous allez rajouter du code qui ne sert à rien, qui n'est jamais exécuté. Donc ça, vous l'injectez dans la condition d'avant, avec des lignes vachement plus longues. Donc c'est un peu plus compliqué. Et il y a une autre technique qu'on peut utiliser aussi, c'est ce qu'on appelle le scope confusion. Alors c'est une idée vachement simple. Ça, vous pouvez la partager demain avec vos collègues. Vous appelez tout A. Les méthodes, les variables, les fonctions, tout A. Et si vous avez un problème avec de la collision, vous pouvez utiliser B. Puis si c'est vraiment trop dur, vous utilisez C. Voilà. Ça, c'est vraiment compliqué. Quand, par exemple, vous regardez valide, le mot valide devient B. On va introduire aussi une constante dans le code block qui devient B. C'est déjà un petit peu plus confus. Bon, là, c'est simple. Hein. Il y a 7 lignes de code. Hein. Mais imaginez que vous introduisiez une quinzaine de valeurs avec du code mort derrière, ce genre de choses. Ça devient plus compliqué. Et les systèmes anti-bots, ils utilisent aussi une autre technique. Celle-là, je l'adore. C'est vraiment une technique de bâtard. Donc ça, c'est le code flow flattening. En gros, l'idée, c'est quand vous avez un code super lisible, hyper séquentiel, vous allez faire un bond de 40 en arrière, vous revenez au basique et vous mettez des goto. C'est cool, hein? Donc, au lieu d'avoir un truc hyper séquentiel, vous allez avoir une state machine. Et en fait, vous allez utiliser la même state machine pour tous vos blocs. Donc, vous avez un énorme truc et vous ne savez pas dans quel sens, en fait, ça fonctionne. Donc, pour utiliser le debugger, je ne vous raconte pas, c'est vraiment une galère. Donc voilà, c'est principalement les techniques qui sont utilisées pour faire de l'obfuscation. Je ne vais pas rentrer dans la déobfuscation. L'idée, c'est de faire ces opérations de manière inverse et surtout d'itérer, de trouver la bonne technique pour avoir du code compréhensible. Donc maintenant, imaginons que le code, on a réussi à comprendre ce qu'il y avait dedans. On va avoir à peu près 5 types de signaux, voilà, qu'on va pouvoir regarder à l'intérieur. Donc sur ces 5 types, le premier, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est configuration, les événements, ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas re-rentrer dedans, c'est toutes ces informations-là. Il y en a énormément qui récupèrent. Ensuite, ils vont regarder tout ce qui est flag d'automatisation. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, quand vous utilisez Puppeteer, Selenium, etc., ils vont rajouter des objets JavaScript qui vont être utilisés pour l'interaction, pour le fonctionnement normal de Puppeteer, etc. Sauf que ça, c'est la première chose sur laquelle se jette l'antibot, parce que c'est un gros red flag sur l'automatisation, et avec ça, direct, vous faites bannir. Ensuite, ils vont regarder un truc qui commence à être un petit peu plus tordu. Ils vont faire des fingerprints graphiques. Donc en gros, ils vont prendre un canevas caché, un canevas offline, et ils vont dessiner dedans.
Voilà. Ça, vous ne le savez pas, ils vont dessiner, et ensuite, ils vont faire un hash du buffer, ce genre de choses. Et il y a un truc qui est vraiment important à savoir, franchement, c'est assez bluffant, je l'ai testé sur différentes combinaisons. Par exemple, vous prenez un PC, il a un dual boot, vous faites Linux, Windows, vous faites la fingerprint, vous faites un render des emojis, bah, ce n'est pas le même style. Donc vous savez, c'est Windows ou Linux. Ensuite, par exemple, vous prenez le même PC, voilà, vous utilisez Chrome ou Firefox, ce n'est pas le même rendering. Vous utilisez aussi, vous activez ou pas le GPU, donc c'est CPU ou GPU, bah, ce n'est pas la même fingerprint. Par contre, vous rejouez la même configuration, vous avez toujours la même fingerprint. Donc vous pouvez clairement distinguer la machine en fait, qui vous envoie des paquets. Et ça, c'est intéressant de faire le check de cohérence, vous vous rappelez, avec le modèle qui est déclaré dans la configuration. Voilà. Et on peut avoir des surprises. Ensuite, ils vont utiliser en fait tout un tas de techniques anti-reverse engineering. Donc ça, vous le retrouvez dans tous les systèmes de protection. On est en train de vérifier si vous n'êtes pas en train de faire du reverse engineering. Donc, il y a une technique classique en JavaScript, c'est de regarder le code source d'une fonction native. Donc là, on appelle query selector. Alors là, on n'exécute pas un query selector, on fait un toString sur la fonction elle-même. Et sur les fonctions natives en C++, vous avez le code native code qui apparaît. Sauf que quand vous allez faire des trucs assez classiques aussi en JavaScript, qui est du polyfill, vous connaissez tous les polyfills? Ouais. Ouais. Donc vous overridez en fait le comportement d'une fonction. On peut faire ça. Et ben, vous n'allez pas avoir ces deux mots-clés, ce genre de choses. Donc ça va permettre de détecter qu'on est en train d'émuler des fonctions. Et le dernier type de signaux en fait, que vous allez retrouver, c'est tout ce qui est checksum, ce genre de choses. Donc il peut y avoir des checksums hyper simples, hein, juste des sommes, mais des trucs aussi beaucoup plus compliqués. Donc si vous avez modifié en fait une valeur avant, n'oubliez pas de modifier le checksum. Voilà. Donc c'est à peu près les grands signaux qu'on va retrouver. Et puis chacun y met de sa patte. Hein. Il y a des nouveautés toutes les semaines, c'est ça qui est cool, on ne s'embête pas. Si vous voulez bosser là-dedans, vous aurez toujours du boulot. J'aimerais vous parler un petit peu maintenant pour finir ce qu'on arrive en termes de protection demain. Voilà, parce qu'on commence à voir sur le marché des trucs assez intéressants. Je vais revenir un peu sur l'obfuscation, la déobfuscation. Voilà, vous avez votre code, vous le récupérez, le code il est obfusqué, vous le déobfusquez, vous récupérez le code source qui est au-dessus, vous arrivez à comprendre ce qui est dedans. Et bien maintenant, en fait, ils vont intégrer une couche avec une machine virtuelle. C'est vraiment comme la JVM. Donc une JVM, ça exécute du bytecode. Donc là, c'est pareil, en fait, quand on va récupérer le code qui est obfusqué, on va déobfusquer ça, on va récupérer une virtual machine et du bytecode. Sauf que là, il n'y a pas de documentation sur le bytecode. C'est du bytecode propriétaire, c'est pas du Swally, c'est un truc vraiment cryptique. Eux, ils vont compiler le code qui va arriver en bytecode, et vous récupérez ça. Donc pour faire l'opération de traduction du bytecode vers le code, c'est une opération algorithmique qui est assez compliquée. Voilà. On a ce genre de protection qui arrive. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse un petit peu une liste d'outils si vous voulez vous intéresser en fait à tout ce qui est reverse engineering. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à charger Scrapoxy, à mettre une petite star sur GitHub, ça serait cool. Et puis je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez.